Bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Damien van der Merch. En fait, je suis magistrat et professeur de droit pénal, procédure pénale et droit pénal international. Mais si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est principalement avec mon expérience de juge d'instruction durant 16 ans. Et dans ce cadre-là, j'ai été appelé à enquêter sur le génocide au Rwanda. Vous savez, le génocide tragique qui s'est déroulé en 1994-1994 au Rwanda. Et c'est à partir un peu de cette expérience d'enquête sur le terrain, puisque nous sommes allés une petite dizaine de fois au Rwanda faire des enquêtes sur place, mais également on a mené 4 procès à Bruxelles. Alors je ne vais pas évidemment m'étendre sur les questions de distance, puisque ce ne sera pas le cas pour vous. Je crois en tout cas que de toute façon, juger sur place est préférable que juger à distance, mais il y avait évidemment des motifs, c'est que notamment les accusés s'étaient réfugiés en Belgique et c'est le motif pour lequel ils ont été jugés en Belgique. Crimes de masse, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, on sait que ce sont des crimes qui nous interpellent profondément. On crie après cela, on s'indigne en disant plus jamais cela. On dit que l'impunité est intolérable et pourtant on voit que la justice éprouve beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés à pouvoir traiter, bien traiter, juger ces crimes qui impliquent un nombre important de victimes, d'auteurs et également de témoins. Pourtant, la justice est un moment qui paraît important pour remettre les repères lorsque, après des événements où tous les repères ont été perdus, mais il importe de pouvoir restaurer les repères, restaurer la justice. C'est un moment qui semble important et c'est cela évidemment que l'on va évoquer. C'est d'abord le procès, c'est-à-dire la phase préliminaire du procès, toute la question de l'enquête, et puis le procès lui-même, voir peut-être un peu quels sont les enjeux du procès. Alors, la justice a peut-être cette qualité, c'est de donner la parole à toutes les personnes, je ne vais pas parler des acteurs, plutôt à toutes les personnes impliquées, malgré elles ou, ou sur leur initiative dans les faits, et de leur donner la parole sans préjugés. Donc la justice va donner la parole aux victimes, va donner la parole aux témoins, va donner la parole aux accusés. Et d'ailleurs, ce sera les trois volets notamment que j'aborderai. Alors, c'est vérité parce que chacun va venir avec sa vérité dans le procès. Le procès, le juge sait d'abord écouter avant de juger et donc écouter aussi sans a priori, sans préjugés. Donc c'est une démarche tout à fait essentielle. C'est lié bien entendu à l'impartialité du juge. Alors lorsqu'on enquête sur ces crimes qui, il faut le reconnaître, dépassent l'entendement, la première question qui se pose, c'est d'abord de voir comment faire entendre en justice ce qui dépasse l'entendement. Et donc c'est ça le paradoxe. C'est peut-être la première question, c'est simplement d'admettre que de tels crimes aient pu être commis. Alors effectivement, pour les victimes, elles y ont été confrontées de face, elles étaient au centre du cyclone. Mais pour le juge, avec la distance des fois du lieu, espérons pas trop, mais du temps aussi, le temps qui s'est écoulé, ce n'est pas évident de restituer en justice les faits dans tout leur caractère cruel, leur caractère inhumain, le caractère tout à fait dépassant ce que l'on peut malheureusement imaginer dans l'horreur. Alors, cette réalité, c'est la première chose qu'on doit admettre en justice. Alors je peux vous donner des exemples. Moi-même, étant confronté à des situations, je me rappelle notamment quand on est allé au Rwanda en 1995, donc 95, on était moins d'un an après la fin du génocide.
le Rwanda se relevait péniblement. C'était un pays qui était complètement sinistré. D'ailleurs, il y avait même une sinistrose qui régnait. J'ai le souvenir d'ailleurs vraiment de souvenirs noirs de l'époque parce que c'était des fantômes. On a l'impression que tout le monde errait dans ce pays qui avait subi quelque chose d'inimaginable. Et donc, on était au mois de mai 1995 et à ce moment-là seulement, les autorités, la population exhumaient ces morts. Et donc on avait une fosse d'environ 20 000 personnes. Et je me rappelle, j'étais face à cette fosse, alors impressionnant, alors je ne vous dis pas, il y avait l'odeur de la mort, c'était terrible. Mais un spectacle impressionnant, c'était les morts de notre dossier, puisqu'on enquêtait sur cette commune et sur le bourgmestre de cette commune qui était en Belgique, et donc c'était les morts de nos dossiers. Et donc on prenait des photos parce que voilà, on devait restituer en justice les victimes, l'image du résultat, en tout cas des massacres. Et je dois vous avouer qu'à un moment donné, j'ai abaissé le regard à mes pieds, j'étais au bord de la fosse, et j'ai, à ce moment-là, vu, c'était la dépouille de 4 ou 5 enfants qui avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec les traces de machette, avec les blessures, avec les vêtements souillés, les mutilations qu'ils avaient subies. Et je me rappelle, j'étais avec le poing sur la bouche en me disant, mais ce n'est pas possible. Ça n'a pas pu arriver. Alors même, je vais vous dire inconsciemment, j'ai quelque part souhaité que ce soit le résultat plutôt d'un tremblement de terre que d'un cataclysme naturel plutôt que la main de l'homme. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, mais ce n'est pas possible, ça n'a pas pu exister. Et en même temps, je me suis dit, et c'est ce que je vais devoir essayer de prouver en justice, c'est de rapporter la preuve de cela. Et donc, c'est la première chose, peut-être le premier pas, c'est d'abord de pouvoir faire admettre en justice que de telles choses ont pu avoir lieu. Et c'est vrai qu'on est interpellé en tant qu'être humain. On est face à l'inhumain qui dépasse l'entendement. Et comme je vous le disais, on préférait tellement à un moment donné se cacher le regard, se voiler le regard, dire ça n'a pas pu exister, ou espérer que ce soit plutôt un cataclysme naturel, c'est-à-dire pas le résultat de la main de l'homme. Alors aussi en cour d'assises, quand le procès a été jugé à Bruxelles, on a montré des photos. On a montré des photos qui étaient insupportables. Et on a vu certains jurés à un moment donné se voiler le regard. C'était trop dur pour eux. Alors on peut dire, mais voilà des juges qui, plutôt que de regarder, d'affronter ce qu'ils ont à juger, vont se voiler la face parce qu'ils ne supportent pas de voir l'insupportable. J'ai envie de dire heureusement. Heureusement que pour les acteurs de justice, ça reste quelque chose d'insupportable. Si ça devenait banal, si ça devenait supportable, je pense qu'il y aurait lieu de s'interroger alors également, bien entendu, sur la justice, sur la démarche de justice. C'est normal, nous sommes des êtres humains, les juges, les avocats, et donc c'est normal que nous soyons émus, que nous soyons interpellés, que nous soyons ébranlés par les faits auxquels nous sommes concernés. Et donc lorsqu'on parle, vous le savez, la preuve est quand même l'élément clé dans le procès pénal. Donc, qu'est-ce qu'il faut rapporter en termes de preuves? Mais d'abord, rapporter l'existence des faits. Alors, l'existence des faits, mais souvent, c'est un crime de masse. Il y a eu un nombre important de personnes qui en ont été témoins, victimes, témoins, acteurs. Et donc, en termes d'établissement des faits, je pense que c'est une démarche qui souvent l'ensemble des auditions, parce que crime de masse veut dire quand même une certaine ou une grande visibilité. Et donc, il était important de songer que dans la première démarche d'établissement de la preuve, c'est d'abord d'établir que les faits ont lieu, que les crimes ont été commis, que des victimes ont été tuées, que des victimes ont été violées.
Cela, bien évidemment, c'est des constatations matérielles, constatations notamment des charniers, constatations des victimes qui ont été tuées par acte de violence. Ce sont également toutes les lésions sur les victimes survivantes. Tout cela, ce sont des éléments à objectiver, et objectiver dans un premier temps indépendamment des auteurs éventuels, des auteurs présumés par rapport aux faits. Donc, première démarche importante, de faire entendre en justice ce qui est de l'ordre qui dépasse l'entendement. Donc, première étape dans la preuve qui, comme je l'ai dit, preuve qui est une question centrale. Alors, petite remarque par rapport à la preuve. Par rapport à la preuve, et notamment on a vu ça avec les juridictions internationales, certains enquêteurs des juridictions internationales, souvent il y a une confusion entre ce que je vais qualifier le renseignement et la preuve. Le renseignement, mais c'est facile, c'est aller sur place, c'est recueillir ce que dit l'un et l'autre, c'est recueillir ce que les personnes savent. Ah, c'est un tel qui a commis, je le sais, je l'ai entendu. C'est la rumeur. Donc attention, le renseignement, c'est très facile à recueillir. Un ensemble d'éléments par rapport à des faits, par rapport à des responsabilités. On a vu, c'était tel groupe armé qui est venu, c'était telle personne, j'ai reconnu un tel. Ça, c'est toujours du renseignement, mais ce n'est pas utilisable en justice. Il faut passer à la preuve. Et la preuve, c'est un élément, c'est travailler pour que les éléments recueillis soient des éléments qui ont d'abord une certaine permanence, qui peuvent avoir une fiabilité. Une preuve qui n'est pas fiable n'est pas une preuve, et surtout qui doit pouvoir être soumise à la contradiction. En effet, une preuve ne peut être retenue que si toutes les parties, notamment la défense, a été en mesure de la réfuter. Et donc, quand on fait du renseignement, c'est de la rumeur, c'est des informations qui sont fugaces et qui ne peuvent pas nécessairement être réfutées par les parties ou discutées par les parties. Et donc, quand on travaille en matière d'enquête, quand un avocat, qu'il soit avocat des victimes, avocat des accusés, la question de la preuve, c'est la question évidemment d'une preuve qui peut faire l'objet du débat judiciaire. Et donc évidemment, quand on pense aux preuves, on a les preuves matérielles, on a, comme je l'ai dit, toutes les preuves éventuellement de l'existence des faits. On a parfois des documents écrits qui peuvent être intéressants, notamment des ordres donnés, quand les crimes ont été commis notamment sous la houlette d'autorités qui ont transmis par écrit des ordres, il y a des possibilités de recueillir la preuve. Matière, évidemment, des matières alors plus de télécommunications, tout dépend, mais on se rend compte que dans ces faits-là, on n'utilise pas toujours les télécommunications, mais s'il y a des possibilités, notamment d'établir des contacts, ça peut être important pour établir les responsabilités, mais on sait évidemment que le témoignage, que les déclarations des personnes impliquées constituent souvent le seul matériel de preuve disponible par rapport aux responsabilités. L'établissement des faits, on a évidemment des preuves en termes de constatation, notamment médico-légales, mais pour le reste, notamment pour pouvoir imputer les faits, déterminer les responsabilités, il semble effectivement que la preuve, le témoignage, les déclarations constituent évidemment un élément essentiel. Alors, en termes de recueil de déclarations, on sait qu'il existe des moyens, mais là tout dépend aussi des moyens dont dispose la justice, dont dispose la défense, mais on sait évidemment que la plupart du temps, ce sont des déclarations qui, dans un premier temps, sont des déclarations écrites qui pourront éventuellement être confirmées à l'audience de la juridiction. Maintenant, je dois souligner que si une déclaration peut être enregistrée, tout dépend évidemment des moyens dont on dispose, mais une déclaration enregistrée permet encore de créer une plus grande permanence dans l'audition, mais on sait souvent qu'on n'a pas les moyens,
on n'a pas le matériel pour faire une déclaration enregistrée, mais si on a l'occasion, il me semble en tout cas pour des auditions importantes, ça pourrait apporter une plus-value, mais comme je l'ai dit moi-même, nous n'avons pas pu faire des déclarations enregistrées à l'époque, nous avons fait des déclarations écrites suivant le mode classique. Et donc, lorsque on fait l'enquête alors dans le recueil des déclarations, très naturellement, on s'adresse d'abord, le regard se tourne d'abord vers les victimes. Les victimes qui sont les plaignants, mais qui sont aussi certaines victimes qu'il faut aller chercher parce qu'elles se taisent, parce qu'elles n'ont pas envie de faire des déclarations, parce que ce qu'elles ont subi était trop terrible pour pouvoir encore l'évoquer, parce qu'elles n'ont pas confiance nécessairement dans la justice. Et donc il faut se rendre compte que pour les victimes, la prise de parole est extrêmement difficile. Est extrêmement difficile parce que, voilà, elles ont subi quelque chose qui les marque à vie. Je parle des victimes survivantes, bien entendu. Et donc, dire l'indicible est quelque chose qui n'est vraiment pas évident. Alors, on sait qu'on a en plus certaines victimes où la situation est encore plus lourde lorsqu'elles ont été victimes de violences sexuelles. C'est l'abomination, les violences sexuelles. Et c'est aussi le sentiment d'humiliation, le sentiment de honte. Alors, c'est toujours paradoxal, qu'on dit que la victime d'un viol, elle a tout ce sentiment de honte, alors que, bon Dieu, la honte devrait être sur l'auteur du viol. C'est l'auteur du viol qui devrait être honteux, pas la victime qui n'a pas choisi et qui n'a pas eu le choix d'échapper à la personne qui l'a violé. Pourtant, on voit que cette honte, cette humiliation rend la prise de parole difficile, surtout que le procès, c'est la prise de parole publique. On sait que ces déclarations vont être discutées publiquement, vont peut-être même être attaquées par l'avocat de la défense. Et donc, dans ce contexte-là, il n'est pas évident pour les victimes, quand on a été considéré comme un moins que rien, presque réduit à l'état d'animal, à l'état de sous-humain. D'ailleurs, on parlait au Rwanda de cancrelat. D'ailleurs, les Tutsis étaient qualifiés d'ailleurs comme gibier. On partait à la chasse aux Tutsis, donc les Tutsis étaient réduits à du gibier qu'il fallait abattre. Il y a aussi, et c'est plus insidieux pour les victimes, des fois aussi la culpabilité d'avoir survécu. Comment vous avez échappé alors que tous les autres ont été tués? Comme si on avait échappé, c'est grâce à une certaine complicité avec les tueurs. Et puis il y a aussi le fait de dire pourquoi moi je suis encore là, alors que mon mari, alors que mes enfants, tous étaient tués. Pourquoi moi je suis encore survivant alors que la vie ne représente plus grand-chose? J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je me rappelle une dame qu'on avait entendue, dont toute la famille avait été massacrée, qui donc avait perdu son mari, avait perdu ses enfants, et elle-même avait reçu un coup de machette dans le dos et avait été projetée dans une fosse. Dans une fosse, c'était les fosses septiques à l'époque dans lesquelles on jetait les cadavres. Et donc elle avait été laissée pour morte dans cette fosse et s'était extirpée de nuit de cette fosse, et avait survécu tant bien que mal, grâce d'ailleurs à des voisins Hutus, et donc elle avait survécu. Et donc cette personne était évidemment placée au centre des massacres, puisqu'elle-même avait subi un coup de machette dans le dos et avait été laissée pour morte. Et donc cette personne, en fin d'audition, on dit, on n'avait pas de médecin légiste avec nous, on lui avait demandé, est-ce qu'on peut prendre une photo de votre cicatrice pour objectiver la déclaration que vous venez de faire? Et donc cette personne, qui était d'une grande dignité, mais aussi quelque part on sentait qu'elle était un peu un fantôme, donc elle accepte, et donc on prend effectivement une plaie qui n'avait même pas été recousue, une plaie par machette
au niveau de l'épaule. Et j'entends à ce moment-là cette personne dire de façon monocorde, mais à peine audible, j'ai survécu parce que l'enfant que je portais sur le dos, parce que mon enfant a amorti le coup. Ça, c'est la réalité des victimes. Ça, c'est la réalité d'un procès. Alors, vous savez, le génocide, c'est un grand terme. Mais ça, c'est la réalité. Là, le génocide, là, le crime de guerre, là, le crime contre l'humanité prend un visage. C'est indiscutable que cette personne avait reçu un coup de machette. Évidemment que son récit, quand elle disait que tout le monde s'était fait massacrer, on avait évidemment le sentiment d'une très grande fiabilité. Et cette personne, quand elle désignait l'un ou l'autre personne, ce n'était pas un mobile politique, bien entendu. Elle ne voulait pas accuser, faire des fausses accusations. Elle souhaitait même, est-ce qu'elle le souhaitait vraiment? Peut-être qu'inconsciemment, elle disait, en souvenir de mes enfants, de mon mari, je dois quand même essayer de contribuer à leur rendre justice et désigner ceux qui étaient les auteurs de ces massacres. Mais je peux vous dire que cette personne en même temps disait, je ne sais même pas pourquoi je fais cette déclaration devant vous. Vous savez, pour moi, la vie n'a plus de sens, n'a plus d'importance. J'ai perdu ma vie, et bien, elle s'est terminée ce jour tragique, ce jour du massacre. Et donc, se pose la question pour les victimes de savoir comment la justice va les traiter. Alors j'ai envie de dire, le problème, c'est que souvent, on les traite mal, et je m'exprime, on les maltraite. Et donc, c'est vraiment une grosse difficulté. Parce que vous savez, la justice, elle est la justice. Quel est le serment qu'on fait prêter au témoin? Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, et j'ajoute ici, maintenant, immédiatement, devant le juge. Or, la victime, la vérité, elle est souvent submergée par ce qu'elle a vécu. Son rythme, ce n'est pas toujours le rythme de la justice, surtout quand vous avez été victime notamment de viol. Raconter en justice les violences sexuelles, le viol que vous avez subi, en public, devant la personne, parce que la victime connaît la vérité, devant la personne qui, elle le sait, est la personne qui a commis le viol, donc devant son violeur, c'est quelque chose, on peut le comprendre, de quasi insurmontable. Alors comment créer un climat suffisant de confiance? Et là, c'est vraiment un challenge de la justice. C'est comment créer pour les victimes des conditions dans lesquelles, d'abord, on peut respecter le rythme de la victime, des conditions aussi où elle peut avoir une certaine confiance dans la justice, que sa parole va être reçue sans préjugés, parce que c'est ça aussi la justice, c'est sans préjugés. Elle ne demande pas qu'on la croie sur parole, mais elle demande en tout cas qu'on ne la soupçonne pas immédiatement de mentir. Et donc ça, c'est le rôle des différents acteurs. Et je pense que ça, c'est autant le rôle des juges, des procureurs, mais aussi des avocats. Ne fût-ce que par respect pour ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où on établit que les faits ont eu lieu, c'est par rapport à la victime, avoir ce minimum de respect, comme on sait qu'elle a été victime de faits réels, avoir cette retenue, cette absence de préjugés par rapport à ces déclarations, et de simplement prendre sa parole. Pour moi, la victime, elle n'attend pas qu'on lui dise « on vous croit sur parole ». Mais elle attend, c'est d'ailleurs le rôle de la justice, de vérifier les déclarations faites par une victime, mais le minimum est de recueillir sa parole sans préjugés. Et après évidemment qu'il y aura la dimension de contradiction, mais là on reviendra également au niveau du procès. Je crois qu'on doit prévoir des conditions d'audition des victimes qui permettent quand même de la protéger et de n'être pas livrée. Alors j'emploie volontairement le terme. Vous savez qu'en droit anglo-saxon, il y a l'interrogatoire et le contre-interrogatoire. Je ne pense pas que c'est la procédure congolaise. On n'a pas cette procédure anglo-saxonne de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire. Mais il faut savoir qu'un contre-interrogatoire peut être très violent par rapport à une victime qu'on va directement mettre en cause et qu'on va attaquer,
qu'on va quelque part accuser. Et donc, pour la victime, évidemment, c'est particulièrement insupportable, mais aussi traumatisant. Alors, on parle souvent du traumatisme secondaire, d'un second traumatisme créé par la justice elle-même. Alors, je pense que si la justice ne crée pas ces conditions, elle va effectivement maltraiter les victimes. Et on peut comprendre qu'à ce moment-là, les victimes n'aient plus confiance dans une justice qui, au lieu de les laisser dans leur situation de victime, ce sont des vraies victimes, les place en position, parce que c'est ça, la position de la victime, c'est le triple statut qu'elle est dans le procès pénal. À la fois, ben oui, elle est victime, mais elle est aussi témoin. Elle va témoigner de ce qui s'est passé, mais en témoignant, elle va se transformer également en accusateur. Et donc, faire reposer sur la victime ce triple statut est particulièrement lourd. Alors je pense qu'il faut s'arrêter au niveau de témoin. La victime est un témoin et c'est à l'accusation, au procureur à ce moment-là, de prendre le relais et à ce moment-là de voir qu'est-ce qu'on peut déduire de la déclaration de cette victime. Donc on voit déjà que pour le volet qui semble le plus simple, c'est la déclaration des victimes qui sont évidemment des témoins privilégiés, eh bien ce n'est déjà pas évident du tout de recueillir leur témoignage en justice, j'ai envie de dire de recueillir dans de bonnes conditions. J'en viens maintenant à la question des témoins. Alors les témoins, donc je parle ici des témoins qui ne sont ni victimes, ni tueurs, ni accusés. Et donc les témoins, c'est-à-dire ceux qui étaient là et qui ont vu. Alors pour ces témoins, nous sommes dans des crimes de masse. Alors au Rwanda, c'était très clair. Les massacres étaient de telle grande ampleur qu'évidemment toute la population a été témoin de ces massacres. Alors qui dit crime de masse dit ben voilà une masse de victimes, masse d'auteurs, mais aussi sans doute une masse de témoins qui, malgré ces témoins, malgré eux, ont assisté de près ou de loin aux crimes qui ont été perpétrés. Et donc, pour ces témoins, la position n'est pas non plus simple de prendre la parole en justice. D'abord parce que des fois ils sont proches, ils ne sont pas toujours proches des victimes. S'ils n'ont pas été victimes, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient pas menacés. Et donc c'était peut-être parce qu'ils étaient proches des tueurs, ou en tout cas qui faisaient partie du groupe des tueurs. Alors pour reprendre l'exemple du Rwanda, je crois qu'on parle jamais aussi bien de plutôt que ce qu'on connaît plutôt que de ce qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas assez la situation au Congo pour qualifier, pour pouvoir analyser cela, mais au Rwanda, c'était très clair. Le Hutu n'était pas menacé, sauf s'il était qualifié de complice de l'ennemi, complice du Tutsi. À ce moment-là, il tombait dans le camp des victimes. Et donc, il risquait, comme les victimes, d'être tué avec elles s'il s'opposait au massacre. Mais donc, il y a beaucoup de Hutus qui n'ont pas participé activement au massacre, mais qui ont assisté au massacre et qui ont vu les massacres, eux-mêmes n'étant pas menacés puisqu'ils étaient Hutus. Donc, ils n'étaient pas visés par les tueurs. Alors, il n'est pas facile, évidemment, pour un Hutu de témoigner, parce que c'est accuser, des fois, un frère, une sœur, un parent. Et là, c'était des fois le frère, la sœur qui avait participé au massacre, ou en tout cas, quelqu'un du même camp. Alors, je n'étais pas menacé parce que je n'étais pas visé par les tueurs, ce n'est pas pour autant que j'approuvais, mais entre-temps, je me sens quelque part dans une position délicate parce que je vais accuser des gens qui font partie de mon propre camp. Et alors on va vous dire, mais tu te retournes contre tes frères, mais tu es un traître, mais tu sais bien que les autres, ils ont aussi commis des crimes. Alors on vient souvent avec l'idée que les crimes des uns, et ça j'y reviendrai, excuseraient les crimes des autres, mais c'est évidemment totalement inexact, mais on dit à ces témoins, attention, tu joues le camp des autres et tu nous trahis. Donc, pas évident que ces témoins prennent la parole. Et puis, plus simplement, vous avez assisté à ces crimes. Et alors, sous-entendu,
et vous n'avez rien fait. Et donc, ces témoins qui ont assisté impuissants, bien, on pourrait très rapidement les accuser de non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Alors, je ne vous cache pas que moi, j'ai une autre analyse. Pour moi, ce n'était pas de la non-assistance à personne en danger. La situation au Rwanda, il faut savoir que ça venait, les ordres de tuer venaient des autorités mêmes. Et donc, pour moi, ceux qui n'ont rien fait, les Hutus qui n'ont pas participé au massacre, c'est au moins de la non-assistance aux tueurs, ce qui est autre chose. Malheureusement, il y a une certaine partie de la population, c'est que c'est un des drames du Rwanda, c'est l'adhésion d'une partie de la population au massacre, la machette étant le symbole, malheureusement, de l'arme, de l'instrument, de l'outil du paysan qui a été transformé en arme pour commettre les massacres. Et donc ces témoins, plutôt que de leur reprocher de la non-assistance à personne en danger, parce que je pense que s'ils s'opposaient eux-mêmes au massacre, ils risquaient vraiment pour leur vie, je pense qu'il faudrait plutôt voir que c'est plutôt de la non-assistance à tueurs, donc qu'il ne faut pas les transformer non plus en accusés. Ce sont des témoins qui, malheureusement, ont été impuissants à pouvoir arrêter les massacres. Mais donc, il ne faut pas s'étonner que ces témoins, dans cette position, voulant éviter d'être accusés de trahir ses frères, voulant éviter d'être accusés de non-assistance à personne en danger, ben, souvent on est confronté alors aux trois figurines. Enfin, trois figurines en tout cas bien connues au Rwanda. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien à dire. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire pour convaincre le témoin, précisément, peut-être le déculpabiliser et l'amener à simplement participer à l'œuvre de justice en disant simplement ce qui a eu lieu, ni plus ni moins. Et donc, quand on est avec un témoin qui, c'est la solution de facilité de « j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien à dire », eh bien de dire à ce témoin « non, vous étiez sur place ». On a plein d'autres personnes qui indiquent que vous étiez sur place. On ne vous demande pas, on ne vous juge pas, on ne vous accuse pas, mais dites au moins ce qui s'est passé. Ici, à nouveau, il y a une démarche par rapport au témoin à lui donner un espace de parole sans préjugés. Et donc, il y a vraiment une démarche à nouveau de l'amener à prendre, à courageusement, parce que c'est souvent du courage qu'il faut, à pouvoir courageusement dire simplement ce qu'il y est, et de nouveau dans un espace sans préjugement. Et puis, c'est aussi le procès pénal, il se tourne vers les accusés. Alors, je veux faire immédiatement une distinction. Il y a les accusés, ceux qui sont accusés à tort. Alors, ceux-là, les accusés à tort, donc c'est-à-dire des innocents qui sont accusés d'avoir commis des crimes, mais soyez clairs, ce sont des victimes du système pénal. Si vous êtes accusé des crimes les plus graves alors que vous n'avez rien fait, il faut reconnaître que c'est une situation d'injustice inacceptable. Et donc, effectivement, et ça c'est tout le rôle de l'analyse de la preuve, de la rigueur dans la preuve, c'est évidemment de ne pas condamner des personnes accusées à tort, des personnes innocentes. Mais ça, c'est un travail quotidien de la justice, d'avoir cette rigueur dans la preuve, et d'où toujours l'importance de la preuve. L'importance de la preuve. Alors, peut-être un petit mot pour l'expérience. J'ai évoqué les déclarations des victimes, j'ai évoqué la déclaration des témoins. Alors, on sait que tant les victimes que les témoins, surtout des victimes ou des témoins qui font des déclarations qui impliquent des personnes, ce qu'on appelle des déclarations accusatrices, peuvent subir des menaces, peuvent subir des pressions. Alors, il me semble que la meilleure protection pour un témoin, ce n'est pas une garde rapprochée 24 heures sur 24, ce n'est pas des policiers, ce n'est pas les forces de l'ordre qui peuvent, on n'en a pas les moyens d'abord, de protéger une personne de façon permanente. Moi, j'ai toujours considéré que la meilleure protection pour un témoin ou pour une victime qui fait des déclarations
accusatrice, c'est d'avoir 50 témoins. Si toute l'accusation repose sur un ou deux témoins, évidemment que ce témoin va subir, va focaliser toutes les pressions. C'est logique, puisque toute l'accusation repose sur l'un ou l'autre témoignage. Moi, j'ai envie de dire, une accusation qui repose que sur deux témoignages va être une accusation très fragile. Parce que si le témoin ne tient pas le coup, s'il craque, s'il se rétracte, autrement dit, toute l'accusation va s'écrouler. Et donc, je crois que la meilleure protection pour ces victimes, ces témoins, c'est de ne pas se limiter à 2-3 témoignages. C'est d'avoir cette rigueur, d'avoir un ensemble de témoignages, et l'ensemble de ces témoignages concordants va évidemment pouvoir contribuer à l'établissement de la culpabilité. Alors d'expérience, j'ai quand même enquêté sur toute une série de massacres. Honnêtement, ce n'est pas les témoins, ce n'est pas les victimes, malheureusement, les victimes survivantes, il y en a toujours aussi quelques-unes. En fait, ce n'est pas les témoignages qui manquent. On les a, ils sont potentiellement disponibles. La difficulté, c'est de convaincre le témoin de l'importance de témoigner. Et c'est donc de créer ce climat où le témoin accepte de témoigner. Et le fait de savoir que d'autres ont déjà témoigné aide aussi les témoins à prendre la parole. Ils ne sont pas seuls. Ils ne focalisent pas sur eux-mêmes tout le poids de l'accusation. Au contraire, par le fait d'être nombreux à témoigner dans le même sens, permet de soulager une certaine pression. Alors, j'en reviens aux accusés. Aux accusés, enfin, on peut espérer que la justice ne se trompe pas à tous les coups, et quand même en viennent à traduire en justice des accusés qui ont commis les faits. Alors, c'est bien entendu en fin de course qu'on va pouvoir le déterminer, mais dans les crimes de masse, ce n'était pas un tremblement de terre. Il y a des personnes qui ont tué, et donc on peut espérer que la justice parvienne à les identifier et les traduire en justice. Alors, quand on voit par rapport aux accusés, on a souvent deux lectures opposées, suivant évidemment la position qu'on a, de leur situation. Alors, certains accusés, on l'a vécu dans le cadre des procès de Rwanda, c'est que certains accusés qui reconnaissaient une certaine implication disaient mais c'était le chaos, c'était la folie collective, la colère spontanée de la population, la guerre civile, les gens qui s'entretuaient. Autrement dit, on s'entretuait, on ne sait plus qui étaient les tueurs et les victimes, et bon, c'était le match nul. Les autres ont commis aussi des massacres. Alors, rappel fondamental. En droit humanitaire, c'est le caractère indérogeable du droit humanitaire. Les crimes des uns ne peuvent jamais excuser ou justifier les crimes des autres. Autrement dit, il faut poursuivre les uns et les autres s'ils ont commis des crimes. Mais il n'y aura jamais de match nul. C'est-à-dire qu'on renvoie les belligérants dos à dos en disant « oui, mais comme il y a eu des crimes d'un côté et qu'il y a eu des crimes de l'autre côté, finalement, la justice, elle va renvoyer les personnes dos à dos. » Non, bien entendu, les victimes, elles ont droit à un procès et que les auteurs des crimes soient poursuivis et jugés. Et puis, c'est même totalement inexact. C'est vrai qu'il y avait une guerre civile au Rwanda. C'est vrai qu'il y avait un conflit armé interne. Mais à côté des deux armées qui se battaient, il y avait des massacres. Et là, ce n'était pas la guerre civile, ce n'était pas des gens qui s'entretuaient. C'était des miliciens, c'était des gendarmes, c'était une partie de la population machette à la main qui s'en prenait, qui massacrait des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, sans défense. Donc les gens ne s'entretuaient pas. Non, une frange, des personnes, des tueurs, tuaient d'autres personnes qui ne se défendaient pas. Et donc ce n'était pas du tout des gens comme dans une guerre, un conflit entre deux groupes armés, c'était des personnes armées qui massacraient d'autres personnes, des civils sans défense. Donc dire que les gens s'entretuaient,
est évidemment une contre-vérité qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Et donc, c'est vrai que ce discours de dire quelque part c'était le chaos, c'était la colère spontanée de la population, c'était quelque part on ne pouvait rien y faire. On ne pouvait rien arrêter, sous-entendu, je n'ai pas de responsabilité. Ça, première lecture proposée. Deuxième lecture proposée, c'était plutôt du côté de l'accusation, du côté de la presse, c'est l'indignation. Ce sont des monstres, ce sont des brutes sanguinaires, ce sont des génocidaires, ce sont des bouchers, ce sont des brutes innommables. Le problème, et je me suis fait la réflexion avant le premier procès en cour d'assises par rapport au génocide au Rwanda, dans le box des accusés, je me suis dit, mais si on les traite, on avait dans les journaux 4 génocidaires devant la cour d'assises de Bruxelles. D'abord, bravo pour la présomption d'innocence. Hein. Vous avez 4 génocidaires, mais non, il fallait dire 4 présumés innocents. Je suis désolé, il faut appliquer les règles. Mais donc, on avait 4 génocidaires devant... Mais je me suis dit, si le procureur général parle de monstres, de brutes sanguinaires, de bouchers, ils vont tous être acquittés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on avait dans le box des accusés? On avait un ancien ministre, on avait un prof d'université, ça le placer, hein, moi je suis aussi prof d'université, et on avait 2 religieuses. A priori, pas des personnes qu'on attendait dans un box d'accusés, dans une cour d'assises, poursuivis des crimes les plus graves. Donc, il faut le reconnaître, que c'était des gens comme vous et comme moi. Et donc, c'est ça l'interpellation du procès quand on tourne le regard vers les accusés. Ce ne sont pas des gens qui appartiennent à un autre monde, nécessairement. Malheureusement, le terme est mal choisi, ils n'ont pas la gueule de l'emploi. Ce serait tellement plus facile d'avoir les mauvais et les bons, d'avoir que les mauvais aient la gueule du sanguinaire, du boucher, mais non, ce sont des gens comme vous et comme moi. Et ça, évidemment, c'est interpellant. Parce que si vous dites, ah, des gens comme moi ou comme vous sont incapables de commettre ça, ben, on va tous les acquitter. Parce que ce sont des gens qui ont été pris dans un contexte déterminé et qui, malheureusement, dans ce contexte déterminé, ont été amenés à tuer. Et donc, c'est là qu'on voit que dans le procès de ces crimes-là, l'élément contextuel est très important. Alors qu'on ne se méprenne pas. L'élément contextuel, ben, c'est le contexte de guerre, c'est le contexte de conflit armé, le contexte aussi de tension qu'il peut y avoir, tension interethnique, ça peut être aussi la pression, aussi pression économique, la pression, la pauvreté, les conditions difficiles de vie, ça peut être aussi l'attitude des autorités. Tout cela constitue un contexte qui est déterminant pour l'action individuelle. Notamment les religieuses qui étaient jugées. On se dit, mais qu'est-ce que les religieuses? Ben, elles ont subi ce contexte, mais à un moment donné, elles ont choisi de se mettre du côté du camp des tueurs. Alors, leur complicité, ça a été une complicité de livrer les gens. Elles n'ont pas elles-mêmes tenu la machette, mais elles ont livré en connaissance de cause les victimes aux tueurs, alors que les victimes pensaient être protégées dans leur couvent. En fait, elles n'avaient pas accueilli en fait, des personnes, s'étaient réfugiées chez elles, en fait, contre leur gré. Et tous ces réfugiés, plutôt que de les protéger, à un moment donné, ils ont décidé de faire appel aux responsables, le problème, les responsables locaux étaient les tueurs, de faire appel aux responsables locaux pour évacuer les victimes. Mais malheureusement, on savait très bien quel serait le sort réservé à ces victimes, c'est d'être tuées. Et donc, c'est intéressant d'analyser et d'écouter ces éléments contextuels pour comprendre, pas pour justifier, pour comprendre comment des gens comme vous et comme moi en arrivent à tuer. Et ça, c'est peut-être précisément la qualité de la justice. C'est de pouvoir entendre, alors on va dire, est-ce que ce sont des circonstances atténuantes? Non, enfin, ce sont en tout cas des circonstances qui permettent de comprendre comment des gens normaux peuvent arriver à tuer leur prochain et arriver à tuer
dans des conditions particulièrement importantes. Alors ces éléments de contexte, je vous l'ai dit, c'est évidemment le contexte souvent de conflits armés. Alors ce n'est pas la guerre, conflit armé, la guerre, ce n'est pas la guerre qui crée les crimes de guerre. Souvent la guerre abrite les crimes. Et donc les crimes ne sont pas commis, en fait, le contexte de guerre est malheureusement un contexte fort favorable. La guerre, c'est quand même le droit de tuer. C'est le droit de tuer le bon père de famille en face, le soldat en face, même assassiné, puisqu'on travaille avec préméditation, on fait des stratégies pour tuer le soldat en face. Ça, ce n'est pas un crime de guerre, hein. C'est la guerre tout court. Mais la guerre, le conflit armé, abrite malheureusement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, dès qu'on s'en prend aux non-belligérants, c'est-à-dire aux civils, c'est-à-dire aux personnes hors combat. Contexte socio-économique, évidemment que quand on lutte pour sa survie, on est capable, au nom de la survie des siens, malheureusement, c'est quelque chose de récurrent, de s'en prendre plus facilement à quelqu'un qui est désigné comme un bouc émissaire. Souvent, les autorités, quand les choses vont mal, vont désigner des boucs émissaires pour, précisément, dégager leur responsabilité. Et donc, cette technique du bouc émissaire va évidemment détourner à la fois l'attention, mais va aussi amener certaines personnes à certains groupes armés, à prendre pour cible des boucs émissaires, mais boucs émissaires qui sont évidemment innocents et qui sont sans défense. Et donc, ces boucs émissaires vont être qualifiés d'ennemis, vont être qualifiés d'ennemis à abattre. Ils vont être assimilés au groupe armé adverse. Ils vont être assimilés au groupe qui est censé incarner la cause de nos difficultés actuelles. Et donc cette technique du bouc émissaire, qui est vraiment quelque chose qui est développé, permet alors de désigner des responsables, désigner des cibles qui vont à ce moment-là être l'objet des tueries. Et donc, le pouvoir, alors on voit souvent qu'il y a le pouvoir, alors je veux dire l'autorité. L'autorité va quelque part se radicaliser en disant c'est eux ou c'est nous. C'est eux sont la cause de notre mal actuel. Et comme ils sont la cause de notre mal actuel, c'est à eux qu'il faut s'attaquer. Si on veut la paix, il faut s'attaquer à nos ennemis, et s'attaquer à nos ennemis de façon radicale. Alors le discours, évidemment, peut se radicaliser jusqu'à dire on va avoir la paix. Ben oui, si on élimine définitivement nos ennemis, nous n'aurons plus d'ennemis, nous aurons la paix. C'est ce qu'on a appelé la solution finale dans l'Holocauste. On a donné l'illusion qu'en éliminant définitivement les Juifs, on serait débarrassé de ces personnes qui étaient désignées comme gangrénant la société. C'était la même chose pour les Tutsis. On a désigné les Tutsis en disant on va les éradiquer, on va les éliminer jusqu'aux derniers, jusqu'aux enfants, jusqu'aux femmes enceintes, pour définitivement régler le problème Tutsi. S'il n'y a plus de Tutsi, il n'y a plus de problème Tutsi. Le problème, c'est que ça ne marche pas, évidemment. Et heureusement que ça ne marche pas. Mais entre-temps, c'est ça qui crée un génocide, la destruction en tout ou en partie, en tout cas l'intention de détruire en tout ou à partie un groupe ethnique, un groupe national, un groupe religieux. Et donc, cette logique, il faut pouvoir l'entendre dans le procès. Pourquoi? Parce que les victimes, évidemment, elles l'ont subi, mais je crois que les accusés, ils sentent qu'ils ont été pris dans quelque chose qui, parfois, reconnaissons-le, les dépasse. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de responsabilité. Je crois que la justice peut entendre à décharge qu'une personne a été à un moment donné dépassée par une logique collective qui l'a emporté. Il s'est laissé entraîner. Moi, j'ai vu des personnes, des accusés qui m'ont dit « ce n'était plus moi-même. Je ne me reconnais pas dans ce que j'ai été à ce moment-là. J'étais... » Je me rappelle un professeur qui était en aveu dans une prison rwandaise
qui me disait, Monsieur le juge, vous vous rendez compte que j'ai été même jusqu'à tuer mes propres élèves. Il était effondré. Comment ai-je pu faire cela? Donc cet homme est en aveu. Il était quelque part. Il essayait d'analyser la situation, mais quelque part, il y avait un moment donné en disant « Je ne comprends pas, je ne me reconnais pas là-dedans ». Et donc pour les accusés, il faut se rendre compte que avouer quelque chose d'extrêmement difficile. Comment pouvez-vous avouer que vous avez tué des enfants de 2-3 ans, que vous avez violé une femme, et violé dans des conditions des fois abominables? Comment, je parle en justice, par après, dans un cadre de droit, comment pouvez-vous reconnaître que vous êtes montré complètement inhumain? Alors, on en a des aveux, mais plutôt rares, parce que, bien entendu, lorsqu'on est en justice, avouer, ça veut dire reconnaître les crimes les plus graves, mais aussi, reconnaissons-le, ça veut dire assumer d'en avoir pu être l'auteur. Or, je prends l'exemple de ce professeur, il disait « Oui, je suis bien l'auteur, mais en même temps, je ne le suis pas, je ne me reconnais pas dans cette personne. » Mais c'était bien moi. Et donc, il faut pouvoir, dans les aveux, permettre d'avoir quand même une porte, pas une porte de sortie, mais au moins un motif de survie en permettant à la personne de dire « Au moins aujourd'hui, je ne suis plus le tueur que j'ai été. Vous me jugez, mais sachez que la personne que vous jugez aujourd'hui, eh bien, c'est ça un peu les regrets. Mais les regrets, qu'est-ce que c'est, évidemment, par rapport à l'immensité des crimes? Mais c'est au moins de reconnaître qu'aujourd'hui, j'étais tueur hier, mais je ne me reconnais pas en tant que tueur. » Et donc, moi, souvent, parce qu'on a eu des aveux, comme certains aveux, il faut pouvoir admettre aussi que les aveux soient un peu minimalistes. Il ne faut pas demander que le tueur reconnaît jusque dans les moindres détails ce qu'il a fait. Alors, je vais vous prendre 2 exemples. J'ai rencontré un dirigeant interamoué, donc d'une des milices, qui, honnêtement, était un tout grand tueur. Et ce gars, cette personne, était en aveu. Condamné par la justice rwandaise, rencontré, donc était évidemment un témoin important pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne qui était en aveu, donc faisait des déclarations sur tout le monde. Et accusait donc. Eh bien, je vais vous faire un aveu, j'étais mal à l'aise. Parce que j'avais l'impression que cette personne qui avait joué comme vedette en tant que grand tueur, jouait un peu un autre rôle de vedette en tant que grand repenti. Et donc, alors que c'était un témoin qui me paraissait essentiel, honnêtement, cette personne me mettait très mal à l'aise. Parce qu'il reconnaissait de façon sans scrupule les crimes les plus graves. On avait l'impression que, non, c'était de nouveau, il était grand repenti, et donc maintenant, oui, j'ai tué beaucoup de monde, etc., j'ai massacré, et hop, il était presque intarissable sur tous les crimes qu'il avait commis. Moi, j'ai presque l'impression qu'il les réassumait, qu'il les recommettait quelque part, en faisant ces déclarations, honnêtement, sans beaucoup de scrupules. Il avait été sans scrupules comme tueur, il me semblait un peu sans scrupules en tant que repenti. En revanche, on a eu un autre accusé qui était en aveu dans un de nos dossiers, et celui-là, il avait une attitude tout à fait différente. C'est qu'il expliquait comment lui, qui n'était pas un extrémiste, qui n'était pas quelqu'un qui était destiné à tuer, en est venu tout à coup à tuer. Et ça, c'est intéressant. Et je dois vous dire que j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, il a un peu diminué sa responsabilité. Pourquoi? Parce que c'était trop que d'aller plus loin. Il disait, oui, mais j'ai vu des morts aux barrières, mais en fait, j'ai vu les morts, mais je n'ai pas assisté aux tueries. Il était responsable des interamoués. J'ai assisté à aucune tuerie. Mais non, je pense qu'il avait assisté à des tueries. Mais pour lui, dire qu'il avait été assisté à des tueries et qu'il n'était pas intervenu, c'est à mon avis lui demander trop dans ses aveux. Et puis attention, moi j'ai toujours trouvé que les auditions des accusés, ou plutôt des co-accusés, étaient très intéressantes. Attention, lorsque plusieurs personnes ont participé à un crime, chaque accusé est témoin de ce qu'a fait l'autre puisqu'il était sur place. Pour autant, évidemment, qu'il a commis les faits, mais c'est ça, évidemment, la démarche de justice, c'est de se poser la question qu'il a commis les faits. Et donc, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'attention
à entendre les co-accusés. Donc je m'explique, on avait notamment un bourgmestre ici en Belgique qui était poursuivi, et donc c'était intéressant d'entendre au Rwanda tous ceux qui étaient soupçonnés d'être les tueurs qui l'avaient accompagné. Et donc ces personnes étaient en détention, et je me rappelle les collègues rwandais me disaient « mais ça ne sert à rien de les entendre, ils nient les faits ». J'ai dit « non, non, moi je vais les entendre ». Et donc je commençais l'audition en disant « bon, ben voilà, il y a eu des tueries dans votre village, etc. » « Ah, je ne sais rien. » Oui, ça c'était intenable comme position au Rwanda. Tout le monde savait que tel jour il y avait eu, attention, ce n'était pas 2 personnes, ce n'était pas 10 personnes, c'était 300, 500, 1000 personnes qui avaient été tuées, par exemple, dans l'église. Il n'y a personne qui était sur place qui ignorait cet événement. Donc à un moment donné, oui, je suis quand même au courant. Et donc on interrogeait comme ça, ne mettant pas la personne en cause, la personne nie, donc elle dit « moi j'ai rien fait ». Je n'étais pas là. Et puis, on en vient à question en disant, ben oui, j'ai entendu qu'il y avait eu des massacres dans l'église, j'ai entendu, etc. Je dis, ben écoutez, suivant plusieurs déclarations, on vous met en cause comme faisant partie des tueurs et on met en cause celui qui est en Belgique. Ah non, 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 là vous vous trompez, c'est ni lui ni nous, c'est... Et puis venait ma question, mais c'est qui alors? Et là, vous aviez un silence. Si ce n'était pas eux, c'était d'autres. On devait savoir. Attention, tous les autres disaient ce sont eux. Et ça, c'était intéressant comme élément à décharge, notamment pour celui qui était en Belgique. Si c'était d'autres, on devait pouvoir nous dire qui c'étaient ces autres. Alors on vous répondait, soit c'était le grand silence, ou bien c'était une bande de voyous venus d'ailleurs. Mais ce n'est pas ce que disaient tous les témoins. Tous les témoins et victimes disaient, mais non, ce sont des gens du coin, qui désignaient tout de suite, qui les connaissaient et qui pouvaient les désigner comme la cible des tueurs. Et donc, de ce point de vue-là, il faut reconnaître que même les déclarations de personnes qui nient peuvent être intéressantes pour, quelque part, vérifier la déclaration des victimes. Parce que si on se trompe effectivement, ben, les co-accusés désigneraient les vrais tueurs, nous donneraient des indications. Mais non, ça c'était soit le silence, soit le caractère le plus vague. Et donc j'en reviens maintenant. Vous voyez que l'intérêt d'entendre victimes, d'entendre témoins, d'entendre les personnes accusées, et notamment les accusés qui nient, eh bien, la démarche de justice, c'est d'entendre toutes ces personnes, de donner la parole à toutes ces personnes, d'entendre les autres preuves, et puis à ce moment-là de juger. Alors c'est vrai que le procès est un moment clé. Le moment, pour moi, le sens premier du procès, finalement l'enjeu, ce n'est pas tellement la peine. Avant tout, c'est d'abord la question de la culpabilité, de la reconnaissance. Alors, je dis souvent, le procès, c'est 3 choses. Le procès, c'est un endroit qui permet que les choses, que l'indicible puisse être dit. Donc le procès est d'abord l'endroit où on doit pouvoir permettre que les choses soient dites. C'est-à-dire que des crimes tels, inhumains, ont pu être commis par des humains. Alors ça, c'est le paradoxe. Hein. Le terme inhumain n'est employé que pour des humains. On ne dit jamais qu'un animal est inhumain. On dit toujours que c'est un homme qui est inhumain. C'est malheureusement une réalité. Donc, première chose, c'est de permettre que le procès permet que des crimes, que des réalités aussi inouïes, aussi invraisemblables, puissent être dites. Deuxième étape du procès, c'est que ces choses qui dépassent, ces réalités qui dépassent l'entendement, qu'un être humain a pu s'en prendre de cette façon-là, un autre être humain a pu violer dans des conditions inimaginables, eh bien que ces choses puissent être entendues. Et puis troisième élément, et ça c'est le rôle de la justice, c'est que les responsabilités, c'est qu'il y ait alors que les choses puissent être reconnues, c'est-à-dire que la victime puisse être reconnue comme victime et le coupable reconnu comme coupable. Et ça, c'est l'œuvre du jugement. Et donc la justice pourrait être cet endroit où quelque part on restitue une certaine humanité à ce qui a été inhumain, en permettant de dire les choses, d'entendre les choses et de les reconnaître, c'est-à-dire de les juger, et de les juger avec toute la, vous avez compris, hein, dans tout l'exposé que j'ai fait,
avec toutes les nuances, avec toutes les circonstances, avec tous les éléments qui permettent de reconnaître la victime comme victime, le témoin aussi comme témoin, qu'il ne soit pas accusé de non-assistance à personne en danger, mais qu'il soit accusé, mais que ce soit compris comme le fait qu'il était impuissant, mais également les auteurs, les coupables, de pouvoir, oui, entendre, reconnaître qu'ils ont été les auteurs des crimes les plus affreux, mais en même temps, parce que ça doit nous interroger, nous, la communauté entière, sur quels sont ces mécanismes qui amènent des gens comme vous et comme moi à commettre des crimes irréparables. Ceci, bien entendu, n'enlève pas la question de la responsabilité. Si je parle de déclarer coupable, c'est déclarer responsable. Alors, un contexte peut expliquer beaucoup de choses, mais ne justifie pas, bien entendu, de prendre une machette et de tuer un enfant, de tuer un civil. C'est évidemment important. Et donc, c'est peut-être ça la première fonction du procès, la lutte contre l'impunité. Non, c'est peut-être de permettre de créer ces lieux, ces endroits. Alors, la justice n'est pas le seul lieu. Vous savez qu'au Rwanda, par exemple, il y a eu Gacaca, qui était une autre forme de réponse, une sorte de commission de rétablissement de vérité et de rétablissement de la paix, qui permettent aussi de créer ces endroits où les choses peuvent être dites, entendues et reconnues. Mais il reste effectivement que le procès est un lieu quand même qui permet de substituer un cadre légal, un cadre de justice, à un cadre de violence. Et ça, je crois que ça doit rester la ligne, le fil rouge dans le procès. C'est qu'après des violences inouïes, il est important de créer un cadre où le droit se substitue à la violence. Et donc d'éviter absolument de replonger la victime, par exemple, dans une épreuve de force, dans un rapport de force face à son violeur. Là, je pense que c'est vraiment la responsabilité de l'ensemble des acteurs de justice de se focaliser sur la preuve, coupable ou pas coupable, mais d'éviter la victime, le témoin, il vient déposer en justice. Laissons-le dans ce seul rôle, de déposer en justice, et puis c'est à la justice, c'est aux acteurs de discuter ce qui a été déposé en justice, et de juger, de voir ce que la justice doit en penser. Mais la victime, le témoin ne doivent pas prouver. Ça, c'est l'accusation qui doit prouver. C'est le procureur. C'est éventuellement l'avocat de la victime qui doit prouver, mais pas la victime elle-même. La victime, le témoin, ils viennent déposer en justice. Et d'ailleurs, même l'accusé lui-même, on va prendre sa parole comme elle est. S'il pense, et on peut le comprendre, s'il nie les faits, parce qu'il ne peut pas avouer. Avouer, c'est quelque part s'écrouler, c'est reconnaître qu'on a pu être un tueur dans les pires circonstances. Eh bien, le droit au silence, il est là pour ça. Eh bien, la personne nie, c'est son droit, ce qui n'empêche pas de le juger et de le reconnaître coupable. Et donc, je terminerai là-dessus en disant, voilà, si le procès peut être un moment d'humanité, c'est en tout cas ce que j'ai expérimenté tout au long de nos enquêtes et du procès lui-même, j'ai rencontré beaucoup d'humanité, beaucoup de courage. Beaucoup de courage de victimes, de témoins qui ont accepté de témoigner. Il fallait vraiment du courage, mais ça c'est le beau côté de l'humanité, c'est avoir ce courage de se relever. Donc beaucoup de courage, beaucoup d'humanité. Et je crois que c'est vraiment essentiel de pouvoir avoir ces moments d'humanité face à des crimes qui recelaient une telle inhumanité qui nous laisse sans voix. Et c'est aussi, je termine par ce que j'ai commencé, pouvoir replacer des repères après des moments où, soyons clairs, une partie de la population, une partie des autorités ont perdu tout repère puisqu'ils sont devenus des tueurs, des massacreurs, des violeurs de personnes innocentes. Eh bien, à partir du moment où on a perdu tous ces repères-là, il est important de retrouver ces endroits où on peut replacer les repères. Voilà, j'en ai terminé. Je vous ai un peu voyagé à travers l'expérience que j'ai vécue, mais je crains que les crimes de masse tels qu'ils se sont passés en Europe, en ex-Yougoslavie, se sont passés durant la guerre 40-45, donc proche de nous, Européens, mais vous,
En Afrique, malheureusement, vous êtes aussi confrontés à ces réalités de crimes de masse. Je crains que les logiques qui s'y passent soient des logiques quand même assez parallèles. Bouc émissaire, totalitarisme, pouvoir absolu, où on manipule des groupes et des groupes pour les amener à tuer leurs voisins. Je crois que ce sont des réalités terribles auxquelles on est confronté. Et peut-être que notre tâche, notre responsabilité, le courage qu'on attend de nous, eh bien, c'est qu'on, modestement, on essaye de faire œuvre de justice, mais on sait bien que c'est une tâche extrêmement difficile. Alors, pour moi, un procès de crime contre l'humanité doit être un procès ordinaire, c'est-à-dire qu'on doit analyser la preuve de la même façon. Ça doit rester des procès ordinaires, mais il faut reconnaître que les crimes dont il est question sont des crimes qui dépassent l'entendement. Et donc ça, c'est évidemment une difficulté particulière, mais c'est d'autant plus important. L'enjeu du procès, comme je l'ai dit, est un enjeu vraiment essentiel pour l'ensemble de la communauté, l'ensemble de la population. À bientôt.